Bonjour et bonsoir. Donc, pour notre petit rendez-vous de démonstration de lecture intuitive concernant l'harmonisation des trois cerveaux. Je vais vous présenter un petit peu comment ça va se faire. Donc, évidemment, je me présente. Moi, c'est Sylvain Bélanger. Donc, je pense que si vous êtes là, vous me connaissez peut-être un petit peu puisque vous avez sans doute eu un premier contact avec moi. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, qui n'auraient pas eu cette chance de m'avoir rencontré une première fois, je vais me présenter sommairement. Moi, j'ai commencé donc 35 ans à peu près maintenant que j'ai commencé à faire des lectures intuitives et des soins sur des personnes, tant des gens qui sont atteints de maladies physiques que plus des aspects plus psycho-émotionnels, des questionnements existentiels, au niveau des relations, tous les thèmes qu'on peut imaginer qu'on peut toucher dans la vie, je les ai abordés à travers toutes ces années-là. Et depuis donc probablement une trentaine d'années également, j'enseigne aussi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de présenter une pédagogie autour de l'intuition, parce que l'intuition, bien évidemment, on en parle, on en parle, on en parle, mais finalement, on est en 2023 et puis l'intuition demeure encore quelque chose d'assez marginal. Hein. Quand on parle de l'intuition, les gens se posent des questions, savoir qu'est-ce que c'est que l'intuition. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'identifier les mécanismes permettant le développement de l'intuition, ce qui m'a amené donc à enseigner et à proposer donc une méthode qui donc a pour objectif donc d'aider une personne qui n'a pas de connaissances de base au niveau de l'intuition, d'arriver à le développer tant sur lui-même que sur un partenaire. Alors évidemment, il ne s'agit pas de devenir thérapeute quand on entreprend une démarche d'introduction, par exemple, mais il s'agit évidemment d'apprendre à développer une habileté intuitive pour se faire confiance en nos propres perceptions envers nous-mêmes, puis aussi de pouvoir aider notre entourage, parce qu'évidemment, ça peut être intéressant d'aider notre entourage dans certaines situations. Donc, c'est ça un petit peu qui a été mon dada. Puis par la suite, évidemment, il y a des enseignements qui sont comme des enseignements de base, qui permettent aux gens de découvrir les méthodes et des enseignements plus approfondis qui vont permettre aux gens donc de découvrir davantage la dimension professionnelle. Alors, donc, la pleine conscience intuitive, pour donner quelques mots là-dessus, c'est finalement l'idée de ça, c'est simplement d'utiliser mon support imaginaire pour voyager en moi, pour commencer. Alors donc, ça veut dire que je reconnais que j'ai une conscience. Cette conscience-là, quelque part, elle peut être déplacée dans mon propre corps par le véhicule imaginaire qui va me mettre en relation avec des images, des sensations et des mots que mon corps va me communiquer. Et c'est comme cet échange d'informations qui va circuler entre moi et mes perceptions imaginaires qui vont m'amener à découvrir une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime ces perceptions-là. C'est un peu comme si les cellules de mon corps émettaient de la lumière et que dans cette lumière-là, il y avait de l'information et que grâce à mon véhicule imaginaire, j'étais en mesure de pouvoir communiquer avec ces informations-là. Où est-ce que ça vient, ces informations-là? Mais ça vient évidemment de notre rayonnement cellulaire, mais ça vient évidemment aussi de ce qu'on appelle communément l'aura, les chakras, tout ce qu'on pourrait qualifier un peu plus d'obscur, finalement d'un peu plus ésotérique. Évidemment, la science aujourd'hui nous présente d'une façon de plus en plus claire, de plus en plus nette, que tout ça, finalement, c'est quelque chose qui répond qui est en relation avec la matière de notre corps physique. Et je pense que c'est ça un peu que j'avais présenté à la conférence précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous inviterai à la visionner sur ma chaîne YouTube, Pleine conscience intuitive. Vous avez énormément d'enseignements, de vidéos qui sont proposés sur cette chaîne-là pour ceux qui seraient intéressés donc à y jeter un coup d'œil. Donc aujourd'hui, l'idée de l'harmonie des trois vents, des trois cerveaux, ça repose sur quoi? C'est quoi cette idée-là d'harmonie? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit moins souvent dans la pratique intuitive, de parler de ces choses-là. Alors, moi, j'ai voulu présenter ça parce que je trouvais que ça pouvait être effectivement intéressant pour chacun d'entre nous de découvrir un petit peu les applications qui sont associées à ça. Donc, on va aborder ça tous ensemble doucement. Là, voilà. Donc, l'harmonie de trois cerveaux, c'est qu'on doit se rappeler évidemment qu'il y a un cerveau du ventre, un cerveau du cœur et un cerveau de la tête. Ça, c'est un peu la science qui a découvert ça avec les années. On a découvert que le cerveau du ventre, pour moi, en tous les cas, est étroitement en relation avec ce qui est l'essence de l'être que nous sommes, c'est-à-dire qui nous sommes dans notre essence, dans notre dimension primitive. C'est-à-dire que nous, on n'a pas choisi d'être qui on est avec une certaine caractéristique, certaine personnalité, certaine façon de fonctionner. Et le cerveau du ventre, pour moi, est très étroitement en relation avec cette dimension brute de nous-mêmes, pourrait-on dire. Et cette dimension brute de nous-mêmes, effectivement, quand on apprend à l'accueillir, à l'accepter, on est en mesure, donc, à ce moment-là, de faire remonter les signaux, parce que le cerveau du ventre est étroitement en relation donc avec les pieds, les jambes, et
il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague qui est en relation avec le cerveau du ventre. Le cerveau du ventre va ensuite remonter vers, vers la tête. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un cerveau, parce qu'il y a des neurones également dans le cerveau du ventre. Et il y a des implications importantes, à savoir que le ventre est fortement impliqué dans tous les processus immunitaires dans le corps humain. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre que si on apprend justement à mieux se connecter avec notre cerveau du ventre, on apprend donc davantage à se relier à notre identité. Et notre identité nous permet d'être en mesure de mieux gérer aussi notre relation avec notre système immunitaire. Notre système immunitaire nous rappelle que moi, j'existe et que l'extérieur, bien évidemment, est quelque chose de différent de moi. Et plus j'apprends à être en harmonie avec mon cerveau du ventre, bien, plus j'apprends justement à avoir une relation avec mon système immunitaire qui va être plus équilibrée. Ensuite, évidemment, quand ce cerveau du ventre, on cherche justement à se mettre en harmonie avec lui, on accueille qui on est, on accepte qui on est. Et ensuite, il y a le cerveau du cœur qui va intervenir dans l'idée de l'amour de soi. Hein, maintenant que j'ai accepté qui j'étais, ben, je vais apprendre à m'aimer. Et dans cet amour de soi, bien évidemment, le cerveau du cœur va mettre en évidence cette idée que j'ai des besoins de sécurité, hein, qui sont les miens. Hein, on pourrait les contester, mais c'est les miens. Hein. Je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous avons des besoins de sécurité qui nous sont propres. On pourrait nous le reprocher, mais en demeure pour moi que ce sont des besoins de sécurité qui sont essentiels pour chacun d'entre nous. Il y a ensuite des besoins affectifs, des besoins émotionnels, qui sont encore là des aspects de nous-mêmes qui font qu'on peut déranger certaines personnes, mais c'est ce qu'on est. On ne peut pas être autrement. Donc, il y a de l'amour de soi à ce niveau-là aussi. Le besoin d'affirmer. On a tous une capacité de s'affirmer qui nous est propre. Il y a des gens qui sont très impulsifs, qui s'affirment avec beaucoup de facilité, et d'autres qui vont y aller avec beaucoup plus d'hésitation, pourrait-on dire. Donc, encore là, on doit accepter et accueillir et aimer justement ces pulsions d'affirmation. Et puis, évidemment, au niveau du cœur, c'est cette capacité que j'ai de m'aimer. Et plus je m'aime, plus mon cœur se retrouve dans une position de flexibilité cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur, lorsqu'il est flexible, il est capable justement de faire face à la vie sans être pollué par son passé. Alors, quand je ne suis pas pollué par mon passé, j'arrive dans une situation et je suis en harmonie avec ce qui se passe parce que je ne suis pas en train de me projeter dans une peur ou dans une panique que j'ai eue dans mon passé. Donc, cette flexibilité-là va permettre justement à rétablir l'équilibre entre le cœur et le cerveau, qui va permettre justement à ce moment-là, au niveau de notre cerveau, de devenir conscient justement de la plus belle version de soi. Parce qu'il faut se rappeler que quand on s'aime, c'est évident que ce qu'on va émettre dans notre cerveau quand on s'aime, c'est quelque chose de positif. C'est sans doute la plus belle version de soi-même à laquelle on va se connecter, avec laquelle on va visualiser des images, des sensations et des mots qui vont nous rappeler finalement qu'est-ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant de comprendre évidemment que cette idée de l'harmonisation des trois cerveaux, c'est donc de travailler d'une part sur la dimension de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, et évidemment ensuite d'assumer ou d'incarner la plus belle version de soi-même, qui, elle, va évidemment ensuite s'étendre dans tout notre champ énergétique. On pourrait appeler ça le quatrième cerveau, hein, puisque les physiciens quantiques vont parler d'un cerveau délocalisé. Ça veut donc dire que le cerveau n'est pas uniquement dans ma tête, il n'est pas seulement dans mon cœur, il n'est pas seulement dans mon ventre, il est finalement partout dans ma propre structure énergétique. Et c'est là qu'on pourrait certainement définir le cerveau, d'un point de vue quantique, comme étant notre champ d'énergie dans sa globalité ou notre aura, hein, selon ce que vous aimez comme terminologie. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter un petit peu comme théorie pour commencer, pour se rappeler quelque part quel est l'intérêt de ça. C'est qu'en travaillant justement sur l'harmonisation des trois cerveaux, on va justement chercher à observer quelles sont les mémoires, quelles sont les informations mémorielles qui peuvent empêcher justement ce travail d'intégration que je viens de vous parler. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je voulais vous dire, si c'était clair pour vous, s'il y a des interrogations, des questions, mais ce serait peut-être le moment de les préciser avant qu'on se mette dans la démonstration. Pour faire pour la démonstration, je vais évidemment demander à des gens de la salle de faire part de leur intérêt à ce que je fasse une démonstration. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans un premier temps, je vais chercher à rétablir le mouvement entre le cerveau du ventre et les pieds vers le cerveau du ventre, et voir qu'est-ce qui va en résulter. Donc, c'est un genre de mouvement, finalement. Et ce mouvement-là, en quoi il est intéressant? C'est un mouvement qui me permet de voir de quelle façon que l'information qui circule dans la personne va être en interaction avec le ventre. Donc, ça va me permettre de lui donner de l'information sur cet aspect-là. Ensuite, évidemment, je vais faire la même chose à partir du bassin vers la région du cœur,
pour chercher à mettre en évidence un peu cette capacité que le cœur a d'accueillir toutes les composantes de l'individualité que nous sommes. Et ensuite, évidemment, du cœur vers la tête, je vais ensuite faire ce troisième aspect-là pour évaluer justement les signaux les plus harmonieux qui peuvent remonter donc au niveau du cerveau, qui représentent un peu la plus belle version de soi à ce moment-là. Donc, c'est un peu le programme qui va être fait. Alors, évidemment, donc, on va faire un certain nombre de personnes. Moi, j'ai à peu près jusqu'à 9h30 pour faire notre petite démonstration. Donc, sans plus tarder, ben, on va commencer. Je vais peut-être fermer le son des gens qui ont le son vert pour éviter, évidemment, d'être dérangés. C'est tout simplement pour cette raison-là que je vais fermer le son. Puis évidemment, des questions, des interrogations, ben, vous pouvez toujours évidemment soit me remettre le son pour me faire part que vous avez une question ou encore évidemment de passer par le chat, bien sûr, si vous le souhaitez. C'est l'option également qui est proposée. OK, donc, est-ce qu'il y a donc une première personne qui a envie effectivement que je fasse une démonstration puisque semble-t-il qu'il n'y a pas de questions concernant le premier volet de ce que j'avais à présenter. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie que je fasse une démonstration de lecture intuitive concernant le thème que je vous ai présenté? Donc, il suffit simplement qu'une personne se manifeste pour pouvoir... OK, Nicole, je crois que... Excusez-moi, on va y arriver. OK. Donc, c'est donc Assema, elle, qui se présente pour faire cette petite démonstration. Donc, on va commencer avec toi, Assema. Donc, la première chose que je sens de toi par rapport à une perception globale que je vais commencer, hein, ce que je sens, c'est un peu comme s'il y avait un empressement, comme si effectivement il y avait comme une espèce de combat intérieur. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous voyez, comme une espèce de combat intérieur, comme si on avait une volonté de cheminer, de progresser et d'avancer, mais avec une certaine dureté. Hein, c'est comme ça que je pourrais le décrire, comme si on ne s'écoutait pas, là, en quelque sorte. Alors, c'est la première chose que je sens de toi. Et évidemment, on ne va pas en rester là, puisqu'évidemment, je vais prendre le temps d'observer maintenant, parce que cette réaction que j'ai te nommée, elle est vraiment dans le haut de ton corps. C'est comme ça que je le percevrais, un peu comme quelqu'un qui va à l'encontre, hein, c'est un peu comme s'il y avait du vent, puis on allait à l'encontre du vent, puis on y allait, puis on avait une volonté, puis même si c'est difficile, on va y arriver, puis c'est comme si on se battait contre, hein, contre quelque chose. Alors évidemment, là, je vais prendre le temps de regarder les jambes et avec le cerveau du ventre, un petit peu voir comment les choses vont bouger à ce niveau-là. Puis évidemment, si tu as des choses à me dire à ce moment, ben, tu peux m'en faire part tout au long de notre intervention, que ce soit par enregistrement, par audio ou par chat, comme tu l'as fait au départ. Donc, je vais commencer maintenant avec je vais poursuivre avec le cerveau du ventre. Toi, le cerveau du ventre, qu'est-ce qui met en évidence? C'est cette notion d'humiliation. Comme ça, quelque part, il y a de la tristesse et de la peine parce qu'on avait été humilié. Alors, cette humiliation, elle provient de l'enfance. Et cette humiliation-là, par contre, elle a marqué notre champ énergétique. Elle a marqué notre cerveau. Elle a marqué notre façon de fonctionner. Donc, comme on a été humilié, quelque part, ben, on a l'impression, justement, que pour ne pas être de nouveau humilié, ben, il faut se battre. C'est un peu comme un combat pour arriver, justement, à ne pas perdre la face, pour montrer aux autres qu'on est capable de faire quelque chose. Tu vois? C'est ça un peu que je dirais au niveau de la cerveau du ventre. On voit quelque part que plus l'énergie circule entre les pieds et le ventre, justement, qu'on harmonise tout ça, bien, plus évidemment qu'il y a de la tristesse et de la peine qui se manifestent à ce moment-là. Comme ça, quelque part, on reconnaissait qu'on avait une envie de s'affirmer, mais que cette affirmation-là, quelque part, elle devait passer par, moi, ce que je dirais, comme, tu sais, qu'on dit perdre la face. Perdre la face, quelquefois, c'est utile parce que ça nous permet justement de ne plus être obligé de préserver notre face, comme on dit, à tout prix. C'est un peu comme ça on se rendait compte qu'on pouvait justement constater qu'il était possible de changer la situation en perdant la face, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à perdre, hein, donc on peut vraiment être soi-même à ce moment-là. Et j'ai l'impression que quelque chose de cet ordre-là chez toi, Sama, que tu dois passer par un processus un peu comme de lâcher prise, hein, et que ce lâcher prise-là te permet
de te connecter davantage avec l'essence fondamentale de ta personne, je dirais. Est-ce que tu as des commentaires à me donner par rapport à ça, Sama, puisque c'est toujours intéressant d'avoir les commentaires? Oui, avant, j'étais beaucoup dans le combat. Maintenant, je ressens une amélioration par rapport à ça. Tout à fait, j'en suis convaincu parce qu'évidemment, contraire avec le cerveau du ventre est beaucoup en liaison avec l'aspect primitif de l'être humain que nous sommes. Donc, ce sont des éléments moins intégrés, mais qui sont encore un postulat plus inconscient, je dirais. Donc, évidemment, on peut travailler, on peut peaufiner quelque chose, mais ça reste en profondeur comme étant quelque chose qui est encore à travailler, si on peut dire ça comme ça. Vous avez aussi remarqué que je suis un lâcher-prise, effectivement, c'est ça un peu que je sens, comme si effectivement, le plus l'énergie circule bien dans le cerveau du ventre, plus on sent quelque part que le fait de perdre la face, c'est-à-dire de perdre cette peur qu'on a de l'échec ou de l'humiliation plutôt, ben, nous amène justement à être capable de renouer contact avec ce que moi j'appellerais le plaisir. Et le plaisir, bien évidemment, c'est de se rendre compte quelque part qu'on a envie d'être heureuse et que le bonheur bien, passe justement par le soin qu'on s'apporte à soi-même. Et on va maintenant regarder la relation entre le bassin et le cœur pour voir un petit peu comment ça va bouger maintenant. Puis on va poursuivre, on va approfondir la chose avec toi, Sana. La première chose qu'on sente, le bassin et le chakra racine, en fin de compte, et le cœur, la première chose qu'on sent, c'est comme tu sais, c'est un peu comme l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est comme si on se dit, ben, j'ai perdu. Hein, j'avais quelque chose qui était de précieux qui était en moi, que j'ai perdu. Et ce précieux-là, ben, pour moi, évidemment, ça touche encore là l'amour de soi. Quand je m'aime, ben, je ne peux pas dire que j'ai perdu quelque chose. Hein, je peux juste dire que je m'aime et que je suis heureuse hein, de m'aimer ou heureux de m'aimer. Maintenant, quand je dis que j'ai perdu quelque chose, c'est que j'ai perdu à quelque part ce sentiment que j'avais de m'aimer. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, ce sentiment de m'aimer, de me sentir aimé également, je l'ai perdu comme si on ne m'avait pas accordé le droit d'obtenir cet amour-là. Donc, j'ai l'impression que c'est la première chose que je dirais. C'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire en profondeur par rapport à cette idée qu'on on a le désir de renouer contact avec l'amour l'amour profond qu'on a pour soi-même. Et ça, c'est dans une démarche qu'on est en train de faire à ce niveau-là. Alors, évidemment, tu peux toujours me confirmer, Asma, si tu le souhaites. Là, évidemment, on va chercher à interagir avec le mouvement du cœur pour voir un petit peu comment ça bouge, comment on peut arriver à équilibrer tout ça. Ça, ce qu'on sent, c'est comme un changement. Quand on cherche à équilibrer le mouvement vers le cœur, on sent une forme de fermeté chez toi. Et cette fermeté-là, elle te fait peur, évidemment, parce qu'une fermeté, c'est, tu dis, je ressens plus d'amour envers moi-même. Effectivement, quand on ressent plus d'amour envers soi-même, on est plus conscient de ce qu'on vaut, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Puis inévitablement, on peut devenir plus ferme. On peut devenir plus ferme parce qu'on reconnaît quelque part qu'il y a des choses dans nous qui ne peuvent plus fonctionner comme avant. Parce que si je m'aime, ben, je suis obligé de reconnaître que je m'aime, puis parce que je m'aime, ben, je ne peux plus me permettre d'accepter un certain nombre de choses qui me reflèteraient que je ne m'aimerais pas en l'acceptant. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se développer chez toi à ce niveau-là qui peut être un peu déstabilisant parce que quand on est, entre guillemets, bête, ou quand on est plus ferme, ou on est moins sympathique, ou on est moins désireux d'être aimé, bien inévitablement, ben, ça peut être déstabilisant par rapport à notre entourage. Mais j'ai l'impression que quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se manifester chez toi par rapport à ça. Puis, ce qu'on sent aussi, c'est que effectivement, je suis plus ferme, pas parce que je veux, je ne veux pas, mais on sait bien. Puis, ce que je dirais également, c'est que dans ce mouvement-là, quelque part d'amour de soi-même et de fermeté, en fin de compte, il y a donc comme une blessure, comme ça que j'appellerais au niveau du cœur. Et cette blessure-là, quelque part au niveau du cœur, bien évidemment, c'est de constater qu'on a beau faire beaucoup de choses pour être aimé. Hein? Tu sais, qu'on s'aime, c'est une chose première, c'est intéressant de s'aimer, mais en même temps, dans cet amour de soi, quelquefois, on a l'espoir que des gens pourraient nous aimer comme on le mériterait. On a cet espoir-là. C'est normal, c'est tout à fait humain. Mais quelquefois, cette volonté qu'on a d'être aimé, ben, des fois, on ne peut pas l'obtenir. On peut constater quelque part qu'on a beau faire des efforts, on n'obtient pas ce qu'on veut, on n'obtient pas ce qu'on mérite. Alors, inévitablement, il y a un genre de lâcher-prise qui en résulte.
Hein. On doit, à un moment donné, se dire, ben là, écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour être aimé. Je n'ai pas l'amour que je mérite, ben, à quelque part, je vais lâcher prise. Et le lâcher prise, à quelque part, c'est une façon aussi pour nous de faire le deuil de quelque chose qu'on avait intégré quand on était enfant. C'est que le seul moyen pour nous d'aimer, d'être aimé, à quelque part, c'était finalement d'une certaine façon de se perdre dans les autres, de se perdre dans l'amour que les autres pouvaient nous donner. Et on devait faire un effort pour être aimé d'eux. Là, j'ai l'impression qu'une transformation est en train de se faire à ce niveau-là, et c'est là que tu te réappropries davantage l'amour pour toi-même. Et c'est ça un peu que je te dirais par rapport à ça. Là, je vois un petit commentaire que tu m'as fait. Inconsciemment, j'ai cette envie d'être aimé par les autres, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que l'idée d'aimer, l'idée de s'aimer entraîne en toi quelque part le constat que l'amour que tu aimerais avoir des autres n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas récent. C'est quelque chose qui date de très longtemps. Qui date de très longtemps. C'est-à-dire que ça fait longtemps que toi, tu as conscience que le seul moyen pour toi d'être aimé par les autres, c'était de finalement t'ajuster aux autres, de faire des efforts pour que les autres t'aiment d'une certaine façon. Et que là, j'ai l'impression que tu es en train de découvrir que tu peux donc finalement te retrouver dans une position où toi, tu peux t'aimer et que dans cet amour-là, bien inévitablement, il y a une déception parce que tu te rends compte que plus tu t'aimes, plus tu constates qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas comme tu le mériterais. Donc, un genre de désistement, un genre de désintérêt. En fin de compte, on se rend compte qu'on mérite mieux que ça. Donc, c'est ça un peu que je ne sais pas si c'est plus clair pour toi à ce niveau-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, OK, c'est bon. Je suis en train de me transformer et m'aimer et être ferme. Eh bien, c'est bien ça. On va essayer maintenant de regarder au niveau de la zone du cœur et de la tête. Tu vois, ce que je sens de ce mouvement-là entre le cerveau, le cœur et la tête est comme fatiguée, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a trop d'informations dans la tête. J'ai l'impression que quand on écoute son cœur, on est davantage dans la légèreté, puis on est davantage dans cette fermeté dont on parlait tantôt, puis dans cet amour de soi. Quand on a notre tête, on est plus dans une analyse, dans une réflexion, dans une inquiétude, je dirais, à savoir comment les gens vont réagir si, par exemple, je m'aimais. Hein, si je me mets à m'aimer, est-ce que les gens vont m'aimer eux aussi de la même façon qu'ils m'aimaient auparavant? Tu vois, il y a comme une espèce d'incertitude à ce niveau-là. Alors, on va essayer de faire circuler l'énergie maintenant de la cœur-tête maintenant. Puis là, ce qu'on sent, c'est cette notion, encore une fois, de valeur. Tu sais, la valeur, quelque part, c'est que moi, je peux constater à quelque part que je mérite un certain nombre de choses. Puis, quand je commence à me rendre compte de cette valeur-là que je m'accorde, bien, inévitablement, il y a finalement c'est comme une espèce de, moi je dis ça comme ça, c'est comme un genre de libération émotionnelle. Là. La libération émotionnelle, c'est comme je me rends compte que je vaux quelque chose, ben, tous les efforts que j'ai pu faire dans mon passé, ben, finalement, ça me plaît plus. J'ai plus envie de faire tous ces efforts-là. Donc, il y a comme une espèce je dis ça comme ça, c'est un genre de démotivation qui pourrait en résulter. Pour moi, la démotivation n'est pas négative, hein. C'est simplement que je me rends compte que j'ai fonctionné d'une certaine façon pendant X temps et que j'ai peut-être plus envie maintenant de fonctionner de cette façon-là. J'ai envie de fonctionner plus en accord et en harmonie avec moi. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais. Oui, tout à fait. J'essaie toujours d'être connecté à mon cœur et je me sens plus légère. Mais c'est ça, mais moi, je t'inviterais donc à poursuivre dans cette direction-là. Puis là, je vais un petit peu regarder au niveau du cœur, encore une fois, et de la tête. Ça, on sent quelque part que globalement, en fin de compte, quand on regarde les trois cerveaux, l'harmonie des trois cerveaux, on sent que le cerveau du ventre a envie quelque part de prendre beaucoup plus de place. Et prendre beaucoup plus de place, bien évidemment, ça va se faire comment? Mais ça va se faire dans l'amour de soi. Parce que plus tu vas t'aimer, plus tu vas être capable d'accepter les dimensions plus primitives de ta personne, qui sont, à quelque part, des dimensions que moi, je considérerais comme étant plus primitives, plus animales, avec une femme plus de caractère, plus forte, plus impulsive, plus instinctive, mais pas dans un sens négatif, hein, dans un sens simplement que me donne la permission d'être en accord avec la femme que je suis et je me permets d'exprimer et de manifester qui je suis comme, à quelque part, comme étant une femme de caractère, finalement. Et cette femme de caractère, bien évidemment, elle n'est pas là pour se faire aimer, elle est juste là pour pour s'accueillir
et se donner la permission d'exister. Et c'est ça un peu que je sens qui est le mouvement qui te motive actuellement. Le cerveau du ventre est celui qui a le plus d'émotions à libérer. Ben, je te dirais quelque part que quand on fait l'harmonie des trois cerveaux, oui, c'est lui qui ressent le plus clairement comme étant quelque chose intégré, qui touche évidemment. Tantôt, on a parlé de la fermeté, tu vois. Moi, j'ai l'impression que la fermeté, c'est le cerveau du ventre qui te l'impose. Alors, quand je dis que tu te l'imposes, ça veut dire quoi? C'est donc dire que tu reconnais quand dans toi, tu ne peux plus fonctionner comme avant. Tu reconnais quelque part que la fermeté fait partie de toi. Et la fermeté, bien évidemment, te pousse à ne pas être une femme comme tu étais avant. Et quand on est une femme qui veut se faire aimer par l'extérieur, bien, on fait des efforts. Quand on s'aime davantage, bien, on est davantage en relation avec une forme de fermeté qu'on va exprimer parce que c'est comme ça qu'on est, tu vois. C'est en relation avec l'énergie masculine, tu sais, c'est une bonne question parce que finalement, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine, qu'est-ce que c'est que l'énergie masculine? Dans ton cas, c'est sûr que cette énergie que je viens de te décrire, elle s'apparente davantage à une énergie masculine parce que quelque part, elle est plus orientée vers l'extérieur et l'affirmation du monde extérieur. Alors que l'aspect féminin va souvent être un monde plus introspectif. On va plus être en relation avec notre ressenti interne, avec notre énergie féminine, et l'énergie masculine va être davantage en relation avec l'énergie d'affirmation vers l'extérieur. On veut se faire entendre, on veut prendre notre place, etc. Donc oui, on peut certainement dire que c'est davantage une énergie masculine. L'énergie féminine, c'est plus équilibré. Ben oui, on pourrait te dire, attends, je vais prendre le temps de te dire ça d'une façon plus intuitive. Ce que je dirais, c'est que l'énergie masculine est en train d'apprendre à s'affirmer parce que quelque part, l'énergie féminine est une énergie finalement qui était très passive finalement. J'ai l'impression que ton énergie féminine, tu avais besoin quelque part de ton énergie masculine pour être protégée. Parce que l'énergie féminine était fragile parce elle attend quelque chose. Elle est un peu dans un mode d'attente, un peu comme passivement, j'attends qu'on m'aime, j'attends quelque part qu'on me remarque, j'attends quelque part qu'on me dise ceci, qu'on me dise cela, qu'on me nourrisse d'une certaine façon. Toi, j'ai l'impression que l'énergie masculine, ben, elle te permet de dire, bon, ben là, ça suffit, j'ai plus envie d'attendre, je vais m'affirmer, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais être plus ferme, parce que quelque part, si je laisse les choses aller, ça ne se réalisera jamais, tu vois. C'est comme ça que je te dirais ça. C'est bien? Parce que là, je vais permettre de compléter ma petite information. Effectivement, je ressens que je suis en train de développer mon énergie masculine. Oui, puis je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour toi de la développer, puisqu'elle elle va protéger la dimension plus féminine, qui était une dimension plus fragile en toi et qui était plus dans un mode d'attente, selon moi. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais à te dire concernant ça. Ça te va, Asma? Je te remercie aussi. Donc, vous l'avez peut-être... Donc, on va simplement poursuivre s'il y a une deuxième personne. Alors, évidemment, je vais prendre la première personne qui se présente à partir du moment que je fais la demande. Donc, ce serait le moment là, de vous présenter si vous voulez le faire. Donc, il y a Sophie Lacroix qui se présente. Alors, bonsoir Sophie ou bonjour Sophie, selon ce que vous vous situez. Donc, on va faire un petit peu la même démarche. Je vais prendre le temps de regarder globalement comment je perçois les choses. Puis ensuite, on va approfondir si vous le voulez bien. Donc, alors, tu vois, Sophie, moi, je te sens dans le premier temps, c'est un peu comme quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose. Et pour moi, ça touche les origines. Les origines, mais de quoi? Mais c'est nos origines, hein, c'est-à-dire je suis à la recherche de mes origines. J'essaie de savoir d'où est-ce que je viens, comme s'il y avait une espèce de réflexion sur comment ça se fait que je suis comme ça. C'est un peu comme je suis à la recherche de mes origines pour savoir comment ça se fait que je suis comme ça, comment ça se fait que je suis ça, hein, je suis ce que je suis. Donc, ça, c'est une première chose que je dirais globalement par rapport à toi. Évidemment, tu peux intervenir avec moi pour me faire part si tu es d'accord, si ça te parle, etc. Ensuite, on va regarder le cerveau du ventre, donc la relation entre les pieds et le ventre, puis on va regarder un petit peu comment ça bouge. Puis évidemment, tu peux interagir avec moi si tu le souhaites. Tu vois, ça te parle, donc c'est bien. La première chose que je te dirais au niveau du cerveau du ventre, je vais te parler de reptiles. Parce que quelque part, c'est ça qui ressort dans le premier temps. C'est un peu comme si effectivement, il y avait quelque chose en toi que tu ne maîtrises pas.
pour moi, c'est la partie du reptile, hein, c'est-à-dire que quand on a l'impression qu'on a un reptile en état de soi, ben on n'a pas l'impression d'être un être humain tout à fait. On a l'impression d'avoir quelque chose qui nous est étranger, puis qui finalement nous fait agir d'une façon qu'on ne peut pas comprendre, un peu comme si on était un animal. Hein, l'animal, à quelque part, il est pas dans une réflexion mentale, il est dans une réflexion d'action primitive, un peu comme un animal hein, qui essaie d'agir pour se protéger, mais on ne comprend pas, nous, comment ça se fait qu'on est comme ça, pourquoi on agit de telle façon, telle façon, telle façon. Donc, il y a une espèce de point d'interrogation dans ce comportement-là, quelque part. Puis, on va essayer donc de favoriser une meilleure circulation pour voir un petit peu comment ça va bouger maintenant. En fait, ce que je me rends compte dans le cerveau du ventre, dans ton cas, c'est vraiment la notion de la peur. Tu sais, la peur, quelque part, c'est quelque chose qui, lorsqu'on reconnaît qu'on a peur, ben effectivement, on se met dans une situation où on apprivoise cette idée qu'on a peur, puis on la rend consciente, on prend soin de soi, on s'assure à quelque part qu'on ne se mettra pas en danger. Mais quand on n'a pas cette compréhension-là, bien évidemment, on fait plein de choses et on se met en danger sans s'en rendre compte parce qu'on n'est pas attentif au fait qu'on ait des peurs. Donc, on se met dans l'action de la vie et l'action de la vie nous met dans des situations où notre corps a peur. Puis lui, à quelque part, bien, il prend le contrôle. Hein, notre fameux reptile, je vais l'appeler comme ça, va prendre le contrôle. Puis lui, il va nous donner l'impression quelque part qu'on devient quelqu'un d'étranger à nous-mêmes parce que cette partie-là de nous, elle ne se comporte pas en accord avec l'idée qu'on veuille avancer ou veuille progresser, mais elle se met en contact avec l'idée que j'ai des grandes peurs, puis j'aimerais ça que tu en prennes conscience. Mais comme on n'en est pas totalement conscient, mais c'est un peu comme si on était dans un processus, tout se faisait au niveau inconscient, hein, comme si ça prenait trop de place dans notre vie, cet inconscient-là, et c'est ça qui faisait qu'on avait l'impression de marcher et de se retrouver devant une porte fermée, tu vois. Et la porte fermée, ben, c'est de se dire, mais comment ça se fait que la porte est fermée? J'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse pour qu'elle soit ouverte, cette porte-là. Comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver les serrures, à trouver les solutions, à trouver la voie pour parvenir à atteindre un objectif? Tu vois, c'est un peu comme ça, on avait l'impression qu'on avait comme une incompréhension de tout ça. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Sophie. Évidemment, on va chercher à travailler là-dessus. Exactement, si la porte reste toujours fermée. La chose que je sens, c'est que la peur se situe au niveau de j'ai peur de me retrouver seul. Alors, la peur de se retrouver seul, ben, ça implique à quelque part, quand on dit être seul, c'est être, moi je suis dans mes souliers, et la peur d'être seul, c'est d'être seul dans mes souliers. Quand je parle de ça parce que ce que je sens, c'est comme s'il y avait une espèce de mouvement d'agitation qui fait quelque part qu'on est dans nos souliers là, puis en même temps, on n'est pas là. Pourquoi on n'est pas là? Mais parce qu'on a peur d'être seul. Donc, on a besoin quelque part de se relier aux autres. Et cette façon de se relier aux autres, c'est là qu'on devient pulsive et c'est là qu'on devient quelqu'un qui n'est pas logique aussi. Parce qu'on a l'impression quelque part que le seul moyen pour nous d'exister à ce moment-là, devant la peur de se retrouver seul, c'est de s'accrocher, hein, de faire des actions qui sont vraiment qui sont comme trop importantes finalement pour essayer de montrer pour essayer de garder contact avec quelqu'un pour ne pas être seul. Et c'est là quelque part qu'on peut faire des choses finalement qui dépassent. Tu sais, des fois on dit on n'a pas d'orgueil, on n'a pas de fierté. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu comme quelqu'un qui est tellement dans une forme de dépendance, pour donner un exemple, hein, que le seul moyen pour nous, à quelque part, d'exister, c'est de manifester cette dépendance-là, alors que nous-mêmes, on ne se voit pas nécessairement comme quelqu'un qui est dépendant, mais devant la peur d'être seul, on peut, à ce moment-là, se retrouver dans cette espèce de dépendance-là, parce que quelque part, ça prend tout notre espace. Hein. C'est ça un peu, je te parlais tantôt des peurs qui ne sont pas conscientes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas appris, encore une fois, à faire ce fameux deuil. Le deuil, mais qu'est-ce que c'est? C'est de reconnaître à quelque part quand dans toi, le fait de te retrouver seul, c'est sans doute la plus belle chose qui va t'arriver, toi. Euh, oui, il y a une forme de dépendance de mon côté, puis c'est ça, puis j'ai l'impression que cette dépendance-là, elle cache à quelque part ce que j'appellerais, là, je vais le dire d'une façon exagérée, mais tu sais, quand on dit, par exemple, qu'on est un petit enfant et que l'enfant doit grandir puis doit devenir un adulte, quand on est un adulte, ben, on doit accepter à quelque part qu'on n'a plus euh, on n'a plus à quelque part s'accrocher à nos parents ou à un autre être humain. On doit
quelque part, développer une forme d'autonomie, une forme de dimension plus adulte de soi-même. Et cette dimension plus adulte de soi-même, elle fait mal pour toi. Pourquoi elle fait mal? Bien, parce que tu te rends compte justement que cette femme-là qui va devenir plus adulte, elle va perdre quelque chose qu'elle n'a pas acquis. C'est un peu comme moi, je voudrais quelque chose qu'on ne m'a pas donné. Ben, je vais pas, si on ne me l'a pas donné, ben, je vais rester là et je vais attendre qu'on me le donne. Comme s'il y avait quelque part une forme de reconnaissance amoureuse, affective, de sentir que je suis aimé, que je suis accepté. Donc, je m'entête à quelque part à rester accroché à des situations, à des relations qui pourraient me donner éventuellement cet amour-là. Mais en même temps, quelque part, moi, ça m'empêche de grandir. Ça m'empêche de grandir parce que l'attente que j'ai vis-à-vis de ces personnes-là, ben, quelque part, ça me bouffe la vie. Ça me bouffe la vie parce que je dois mettre beaucoup, beaucoup d'énergie pour essayer de préserver ça. Alors que finalement, ce qui est là, ce qu'on essaie de préserver, j'ai l'impression, moi, en tous les cas, que c'est quelque chose qui n'a plus sa raison d'être, tu vois, dans le sens qu'on a besoin, finalement, d'envisager un renouveau dans notre vie. Et ce renouveau-là, bien évidemment, c'est de regarder notre vie dans une dimension plus adulte, où on reconnaît quelque part qu'on a envie maintenant de voler nos propres ailes. Alors ça, c'est nouveau. Hein? Voler nos propres ailes, ça sous-entend, mais je vais me retrouver tout seul. Et c'est pas nécessairement vrai. On peut très bien voler ses propres ailes tout en ayant un changement de relation dans notre entourage qui fait que on est en train de cheminer d'une façon différente. Tu vois? C'est plutôt que j'essaie de me débarrasser de cette dépendance. Ben oui, on est d'accord, c'est vraiment comme ça que je le perçois aussi. Et que pour arriver à faire ça, bien évidemment, ça demande évidemment une certaine maturité. La maturité, bien, c'est de te rendre compte à quelque part que, tu sais, quand on dit, moi, je suis là, puis toi, tu es là, OK? Bien, si je suis là, puis toi, tu es là, je ne peux pas faire comme si j'étais toi. Je suis moi. Donc, si je suis moi, ben moi, si je m'en vais dans une direction, ben toi, tu peux prendre une autre direction, puis on peut se retrouver à tel autre endroit. Mais je ne peux pas être toi et tu ne peux pas être moi. Donc, à quelque part, ça implique donc une forme de communication, une forme d'échange, une forme de partage qui va faire qu'on va être capable de développer une relation plus satisfaisante à ce moment-là parce qu'on va trouver une forme d'entente. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour, oui, très bien. OK. Donc, ça, c'était pour le cerveau, donc, du ventre. Alors, évidemment, on pourrait continuer, mais bon, on comprend quelque part l'idée de ce que je propose. Hein. Ensuite, on va essayer de faire monter, donc, du bassin au cœur pour voir un petit peu comment ça va bouger. Tu vois, le cœur, c'est vraiment cette notion d'amour hein, dont je parlais tantôt. Puis quand on essaie de faire monter l'énergie du bassin vers le cœur, ben la première chose qu'on sent, c'est de la douleur et de la souffrance. Pourquoi c'est là? Ben parce qu'il y a des plaies ouvertes en toi. Les plaies ouvertes sont, comme j'ai dit tantôt, sans doute reliées à l'enfance. Hein? Quand on est un enfant, puis qu'on n'a peut-être pas eu l'amour qu'on avait besoin, puis peut-être même qu'on a eu une impression qu'on n'avait pas d'amour, en fin de compte, qu'on avait des blessures dues à l'amour, ben, ça fait qu'il y a des fissures à l'intérieur de soi qui se sont formées. Et ces fissures-là, quelque part, ben, elles sont étroitement reliées à l'amour, hein, au manque d'amour, finalement, qu'on peut avoir envers soi-même, parce qu'on se dit, bon, ben, moi, j'ai pas eu ce que j'avais besoin en tant qu'enfant. Donc, parce qu'à quelque part, ben, je méritais pas ça. Il y a quelque part, quelque chose que je méritais pas là-dedans. Donc, j'ai l'impression que quand tu dis que tu es en train de te débarrasser de cette dépendance-là, c'est certain que tu es en train de t'approprier aussi une situation finalement que moi j'appellerais de que j'appellerais un peu comme de justesse. C'est un peu comme si la femme reconnaît quelque part qu'elle a envie maintenant de progressivement assumer la dimension affective qui est en elle. Puis l'assumer, ben, c'est de commencer à se rendre compte effectivement qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter dans la vie. Toi, tu me dis, est-ce que cette souffrance peut venir d'autres vies? Moi, ce que j'aimerais te parler pour commencer avant de parler d'autres vies, c'est d'acceptation de la différence. Moi, par exemple, je suis différent de toi, on est tous différents. Puis cette différence qu'on a tous, des fois, il y a des différences qu'on n'aime pas. Par exemple, moi, si on parle de dépendance, si tu es dépendante, ben, tu peux ne pas aimer la dépendance que tu as en toi parce qu'à quelque part, ça te rend dépendant des autres, etc. Tu as la difficulté à trouver ton propre équilibre là-dedans. Et à quelque part, quand on se rend compte de ces facettes-là de soi, on se rend compte à quelque part que ces facettes-là de soi, elles nous éloignent de notre individualité, de notre identité, de notre essence. Ça nous met dans une situation où on devient de plus en plus dans un mode de fonctionnement où on se dit, bon, ben, j'aime pas comment je suis. Hein, j'aime pas comment je suis. Mais en n'aimant pas qui tu es,
tu te mets dans une position où tu perpétues finalement ce que tu connais de toi. C'est-à-dire que tu ne te permets pas de passer à une autre étape, à changer ta façon de t'apporter de l'amour envers toi-même. Et si tu te dis, mais je ne m'aime pas, parce qu'à quelque part, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ben, à quelque part, tu n'es pas dans une relation amoureuse avec toi-même. Tu es dans une relation où, justement, tu te prives de l'amour pour toi-même et en te privant, ben, tu reproduis des relations qui sont insatisfaisantes dans ton entourage. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu l'apprentissage qu'on sent entre le bassin et le cœur, c'est que tu es en train d'apprendre à reconnaître quand dans toi, l'amour a un prix. Et l'amour, quand je dis que l'amour a un prix, c'est que si moi, je ne me sens pas aimé par quelqu'un qui dit m'aimer, par exemple, pour un exemple, hein, ben, je peux toujours lui dire, ben, je ne me sens pas aimé. Si l'autre personne va dire, OK, mais qu'est-ce que tu aurais besoin pour que je t'aime? Ben, on va arriver à négocier et à trouver peut-être des solutions pour changer cette situation-là. Mais l'important là-dedans, c'est de comprendre que toi, tu as le droit de ne pas te sentir aimé, par exemple. Tu as le droit de ne pas sentir ceci, tu as le droit de ne pas sentir cela. Puis peut-être que ce n'est pas facile pour toi de le justifier parce que l'autre personne pourrait te dire, oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu te sens comme ça. Mais justement, c'est que quand on commence à reconnaître en dedans de nous l'aspect impulsif, l'aspect pulsionnel de notre individualité, on se rend compte que ce n'est pas intellectuel. C'est pas intellectuel. Tu sais, je donne un exemple. On peut être en relation avec quelqu'un, puis avoir beaucoup d'amour pour cette personne-là, mais ressentir beaucoup d'insécurité avec cette personne-là. On pourrait se dire, c'est mon problème. Mais quand on commence à gratter pourquoi on se sent insécure face à la personne, on découvre, ah ben oui, mais il y a des comportements, il y a des choses qui viennent me chercher, qui viennent me faire peur, qui viennent me créer de l'insécurité. Donc, progressivement, on apprivoise ces éléments émotionnels-là qui sont en nous, puis on apprend à les verbaliser à l'autre personne. L'autre personne prend conscience peut-être de certains comportements, puis c'est là que ça nous permet de pouvoir cheminer à ce moment-là. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Sophie. Puis oui, beaucoup, OK. Puis bon, en fin de compte, par rapport aux autres vies, moi, ce que je te dirais, c'est que oui, bien sûr qu'il y a des résonances avec d'autres vies. Tu vois, je pense entre autres à une femme, ça se passe au Moyen Âge, dans lequel une femme qui se met investie d'une façon folle et gratuite, je pourrais dire ça comme ça, envers un être qu'elle aimait. Alors, quand je dis folle et gratuite, c'est-à-dire que cette femme-là était prête à tout quitter, elle a tout fait pour, pour son amour. Et cet amour-là était comme un amour infini. C'est un amour sans limite, c'est un amour à quelque part où elle pouvait se perdre et s'oublier complètement pour cette autre personne-là, jusqu'au jour où cette personne-là, ben, quelque part, elle est décédée dans une bataille et à quelque part, cette femme-là, ben, elle n'avait plus de vie, donc elle est morte de pleurs, de tristesse. Alors, il y a quelque part, évidemment, dans ça, tout un processus de j'ai peur de perdre. Hein, j'ai peur de perdre parce que quelque part, si je perds, ben, je vais mourir. Et c'est ça, quelque part, que tu vas explorer sans doute, Sophie, c'est cette peur-là, moi, m'amène en tout cas à comprendre quelque part que le moment entre le bassin et le cœur est en train de t'amener justement vers une position de plénitude intérieure que tu es en train de développer envers toi-même. Cette plénitude intérieure va te gêner parce qu'elle va te faire prendre conscience qu'il y a des choses qui te dérangent envers ce que dans ta façon d'être, hein, qui te dérange parce qu'avant, tu acceptais d'être une personne je pense, qui pouvait s'investir beaucoup vers les autres. Et là, tu vas peut-être se sentir dérangé par cette volonté que tu aurais de t'investir vers les autres. Tu aurais moins envie de ça. Et le fait que tu aies moins envie de ça, ben, j'ai l'impression que ça va t'amener justement à te reconnecter avec de l'amour envers toi-même. Parce que tu vas te dire, hey, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Donc, on va commencer à se retrouver dans une position de plus grand équilibre. Parce que le fait que tu t'aimes plus va faire que ta relation avec ton entourage va changer également. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à toi à ce niveau-là, mais bon, c'est un petit peu ce que j'avais à te dire concernant le mouvement entre le cœur et le bassin. Très juste, OK, c'est bon. On va essayer de faire maintenant monter l'énergie du cœur et de la tête. La tête, ce qu'on sent de toi, c'est, je veux dire, c'est des termes exagérés.
Tu sais, quand on dit une tête de linotte, ça se dit, ça, je pense, à une tête de linotte, c'est un peu comme une tête fofolle, quelqu'un qui est pas qui est pas tout à fait équilibré dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, tu vois. Et je sens ça comme quand on essaie de faire monter l'énergie du cœur vers la tête, c'est ça qu'on sent dans ta tête, il y a vraiment cette notion de tête de linotte. Un peu comme quelqu'un qui, d'une certaine façon, ne s'aime pas parce que quelque part, elle pourrait concevoir qu'elle fait des choses qui ne sont pas logiques. Et on pourrait lui reprocher qu'elle n'est pas logique. Maintenant, quand on rétablit l'équilibre entre le cœur et la tête, on peut se rendre compte que ce manque de logique-là, c'est peut-être une forme de créativité, une forme de folie, une forme de dimension un peu bohème, un peu poète, tu vois, quelque chose de créatif, de marginal un peu là-dedans aussi, qui nous sort un peu des sentiers battus. Et je trouve ça intéressant, l'idée de t'exprimer, de te donner la permission de sortir des sentiers battus, parce qu'il y a un côté conventionnel chez toi, mais ce côté conventionnel-là te garde dans des formes relationnelles qui sont trop classiques à quelque part, qui sont étouffantes pour toi. Et j'ai l'impression que quand on essaie de faire monter l'énergie du cœur vers la tête, on sent à quelque part cet élan plus marginal, quelque chose à quelque part qui est plus créatif finalement dans ta façon de concevoir les relations, dans ta façon de concevoir la vie en général aussi, comme s'il y avait effectivement comme un élan à quelque part créatif qui était là, qui te permettrait tu sais, on dit créer sa vie, créer sa propre vie, créer sa vie avec une façon qui lui est propre, qui nous est propre, parce que quelque part, nous, on a une façon différente de voir les choses que d'autres êtres humains. Puis je pense que ce serait intéressant, évidemment, que pour toi, tu puisses te permettre de les explorer, ces autres façons-là. J'essaie d'éveiller ma créativité, de créer ma vie. Ben, moi, c'est ça. Ben, effectivement, moi, je t'encourage beaucoup à le faire. Puis c'est certain qu'on va essayer maintenant de poursuivre un petit peu l'équilibre entre la tête et le cœur. Puis je vais te dire qu'est-ce que je perçois. Ça, quand on essaie de rétablir l'équilibre entre le cœur et le cerveau, ce qu'on voit, c'est euh, il y a de la rigueur. Tu vois, tu me parles de logique, puis il y a de la rigueur chez toi aussi. Et cette rigueur-là, c'est pour moi, c'est comme un genre de carré. Tu vois, c'est comme un genre de cadre. Le cadre, bien évidemment, peut être limitatif, mais en même temps, un cadre, c'est pas uniquement limitatif, c'est comme essentiel. Le cadre, c'est comme une façon d'envisager quelque chose et de pouvoir le mettre en place. Tu vois, comme un genre de protocole. Bon, moi, je veux faire quelque chose, ben, je vais faire de telle façon, puis je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu me confirmes beaucoup de rigueur. Donc, pour moi, il y a quelque chose de positif dans cette rigueur-là. Maintenant, cette rigueur-là, quelque part, elle peut devenir intéressante quand on l'a fait, on peut envisager maintenant d'avoir un autre cadre. Ça, c'est là le côté plus créatif et marginal que tu peux avoir chez toi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le contrôle, dans la rigueur, qui vont dire, bon, ben moi, j'ai fait ma rigueur, mon truc, mon cadre, et je me contente de ce cadre-là, puis je ne bouge plus. C'est ça que je veux. C'est ça qui me sécurise, qui me réconforte, et ils veulent que les choses ne bougent plus. Dans ton cas, il y a à quelque part un apprentissage que tu as à faire dans le cadre, dans la rigueur, qui fait que quand tu as un cadre, tu as envie d'explorer un cadre plus large, et ainsi de suite. Alors, pour beaucoup de gens, c'est instabilisant de te voir aller, parce que comme tu es quelqu'un qui a une certaine volonté de garder le contrôle, ben, quelque part, on va se dire, bon, ben, c'est comme ça que sa vie fonctionne, puis ça s'arrête là. Mais tu vas le remettre en question, ce cadre-là. Et ce cas-là, en le remettant en question, ben, c'est un peu comme si ton entourage, ben, il ne comprend pas trop pourquoi tu remets en question ce que tu as mis en place. Puis ils vont même eux-mêmes avoir un regard vis-à-vis de toi qui est un peu un regard rigide, un peu comme dire, ben oui, mais Sophie est comme ça. Et tu n'es pas nécessairement, justement, en apparence, tu peux présenter cette notion de rigueur et de contrôle, mais à quelque part, au fond de toi-même, il y a une femme, moi en tout cas comme ça je l'aperçois, qui est beaucoup plus dans la joie, dans le plaisir et dans l'envie, à quelque part, de pouvoir explorer sa vie à l'intérieur de ces cadres-là qu'elle se crée, mais il y a une exploration qui est à faire. Tu sais, je vais te donner un exemple de ça, c'est le plaisir. Tu sais, dans le plaisir, ben, quelque part, on pourrait se dire, mais moi, je n'ai pas de plaisir parce que je suis rigoureux, je suis dans le contrôle. Oui, mais tu pourrais avoir du plaisir dans la rigueur, dans le contrôle. Si tu définis des paramètres de contrôle pour expérimenter le plaisir, puis des paramètres de rigueur pour explorer, ben, tu vas avoir du plaisir à l'intérieur de ce cadre-là. Ce qui veut dire qu'éventuellement, tu vas peut-être te dire, mais tiens, je me sens à l'aise avec ce contrôle-là, puis cette rigueur-là que j'ai au niveau de mon plaisir, je pourrais l'augmenter. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans d'épanouissant, je dirais, dans cette démarche-là. Puis c'est une démarche finalement qui n'est pas cassante. C'est un peu comme un objectif d'élargissement à long terme qui peut en résulter, tu vois.
Pour le moment, pas de plaisir et pas de joie de vie, ça ne me surprend pas parce que justement, il y a ce côté conventionnel, je dirais, qu'il va falloir que tu dépasses. Et pour le dépasser, ben, j'ai l'impression que la femme, justement, va devoir commencer à reconnaître la notion du plaisir. La notion du plaisir, c'est que même si je suis rigoureuse, même si j'ai du contrôle, je peux avoir du plaisir. Mais le plaisir que je vais manifester, c'est un plaisir finalement qui va me connecter avec une femme qui a envie d'explorer quelque chose, mais à l'état d'un cadre bien, bien limité. Hein, il y a des gens qui vont faire 5 pas en avant, mais toi, peut-être, tu vas peut-être faire un pas en avant dans l'exploration du plaisir, mais le pas que tu vas faire peut être l'expérience de plaisir. C'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux en faire 2, ça sera une expérience de plaisir aussi. 3, 4, 5, toi, il y a un apprentissage qui peut être là-dedans. Et cet apprentissage-là, j'ai l'impression justement qu'il te ramène vers l'idée que quand on regarde l'harmonie des 3 cerveaux, c'est qu'il y a de la colère qui est là, parce que quelque part, tu veux faire ta vie. Et pour faire ta vie, ben, il faut effectivement que ce cadre-là, puis cette rigueur-là, explose. Quand je dis explose, évidemment, je ne veux pas dire que tu vas changer du tout. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que le contrôle et la rigueur, tu l'as établi dans ta vie pour garder justement le contrôle, justement, garder une situation où tu n'allais pas te retrouver en danger dans la vraie image de toi, la vraie expression de toi. La vraie expression de toi, c'est une femme, justement, qui est une femme passionnée, comme ça que je pourrais décrire. Et que cette passion-là, quelque part, tu n'as pas pu l'apprivoiser tant que ça dans ta vie, parce que justement, tu as appris à te mettre dans cette position de contrôle, etc. Et j'ai l'impression que quand on regarde, en tout cas, l'harmonie de 3 cerveaux, encore une fois, c'est le cerveau du ventre qui ressort le plus. Et ce qu'on sent quelque part, c'est cette envie, justement, de dire, ben moi, j'ai plus envie, à quelque part, de me sentir prisonnière tu sais, comme je disais tantôt, la rigueur puis le contrôle, c'est quelque chose qui est essentiel pour toi. Tu ne vas pas le remettre en question, sauf que tu dois te permettre justement d'explorer de plus en plus le plaisir. Puis c'est là que tu vas y trouver un intérêt beaucoup plus important, je dirais. Effectivement, je cherche la passion qui m'anime. Je suis perdu, comme tu disais, au début. Oui, mais toi, cette passion justement qui t'anime, moi, j'en changerais de mot passion par plaisir. Le plaisir, c'est plus accessible. Pourquoi? Chaque matin, par exemple, tu peux te lever le matin en te disant, bon, qu'est-ce que je pourrais m'apporter comme plaisir aujourd'hui? Alors, le plaisir, finalement, ça va t'amener à quoi? Ça va t'amener finalement à découvrir que tu es une femme de plaisir, tu es une femme, une jouisseuse, on va dire ça comme ça, et que cette jouisseuse-là, finalement, elle est passionnée. Donc, la passion dont tu me parles, quelque part, elle existe déjà en toi, tu n'as pas à la chercher, sauf qu'elle est dans un langage que tu ne peux pas entendre, parce qu'elle te dérange, parce qu'elle te met en contact justement avec une femme qui pourrait donc ne pas être dans la rigueur et dans le contrôle. Elle pourrait carrément être une femme hurluberlue, pour donner un terme caricatural, hein? Une femme de tête de linotte dont je parlais tantôt. Tu vois, une femme, quelque part, qui n'a pas de bon sens. Hein? Une femme qui a de la rigueur et du contrôle, on va dire, hey, cette femme-là a une tête sur ses épaules. Mais quand on découvre à quelque part qu'on n'a pas une tête sur ses épaules, ben là, oh, cette femme-là, quelque part, elle peut faire à peu près n'importe quoi dans sa vie. Tu vois, elle n'a pas de logique, etc. Alors, je ne dis pas que tu vas devenir cette femme-là, mais je trouve qu'il y a un équilibre que tu vas chercher à créer entre ces deux facettes-là. Et tout ça parce que, justement, en tant qu'enfant, tu avais énormément besoin de développer une sécurité. C'est ce que tu as cherché avec la rigueur et le contrôle, et que maintenant, tu es en train de retrouver une certaine force en dedans de toi pour être capable d'explorer davantage la femme plus passionnée qui est en toi. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Sophie. Je vais pas être complété à ce moment-là pour notre petite intervention. D'accord, mais je te remercie, Sophie, pour ta participation. Oui, Sonia, tu peux intervenir. Merci à toi, Sophie. Sonia, vas-tu prendre le micro ou tu vas te parler par chat? OK, Sonia, est-ce que tu es là? OK, je vais te le faire ici. Ah, tu n'as pas de micro. OK, OK. OK, mais tu peux peut-être écrire un petit mot. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Sonia? Alors, Sonia, faut que vous sachiez, c'est quelqu'un qui a suivi ma formation sur la pleine conscience intuitive il y a quelques années et qui m'a aidé justement à mettre en place des activités autour de Paris.
qui vont avoir lieu très bientôt, donc vais revenir là-dessus. Alors, Sonia, la parole est à toi. Si je continue, moi, de toute façon, entre-temps, je vais te laisser le soin d'écrire ton petit mot, si tu le souhaites. On ne t'entend pas, non. Oui, effectivement, peut-être que j'ai activé le micro. Si tu ne l'as pas activé toi-même, je vais vérifier. OK, non, ton micro est là, Sonia. C'est peut-être le son, alors peut-être que tu n'as pas mis de son. Parce que je vois que ton micro est actif. Oui, oui, OK. Je ne comprends pas alors pourquoi si on n'entend pas le son, parce que ton micro est actif puis je ne t'entends pas. Ah, toi, tu vois qu'il n'est pas activé. Moi, je vois qu'il est activé. Donc, je ne sais pas quoi dire. Mais écoute, je vais poursuivre. Et puis, évidemment, Sonia, si tu as envie de revenir, bon, ben, ou tu peux écrire le mot si que tu l'as. OK, maintenant, oui. OK. OK. Bon, mais Sonia, si tu parviens à réactiver ton micro, bien évidemment, tu pourras revenir ou tu pourras écrire un petit mot sur le chat si tu le souhaites. OK, donc si vous voulez bien, on va peut-être poursuivre notre lancée d'expérimentation. Puis évidemment, si des questions ou des interrogations, bien évidemment, vous allez pouvoir m'en faire part là, pour qu'on puisse cheminer ensemble. Donc, quelle est la prochaine personne? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie qu'on la fasse expérimenter? Donc, Marie. Marie Perret. Donc, moi, ce que je fais, Marie, évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va prendre le temps de regarder globalement la situation de ton énergie, puis ensuite, on va pouvoir voir un petit peu comment les choses vont évoluer à travers. Puis toi, tu pourras me faire des commentaires si tu le souhaites. C'est tout intéressant d'avoir des commentaires pour que les gens savent un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais commencer globalement avec toi, Marie. En fait, la prochaine chose que je sens de toi, Marie, globalement, c'est tu sais, un peu comme quelqu'un qui me dirait, je ne veux pas me dévoiler. Tu vois, c'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. Puis, pourquoi ne pas se dévoiler? Ben, parce que quelque part, les gens ne pourraient pas me comprendre. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans de l'ordre de j'ai de la valeur. Les gens ne pourraient pas me comprendre. Donc, finalement, j'aime mieux me mettre en retrait que de me mettre dans une position lumineuse parce qu'à quelque part, les gens pourraient ne pas comprendre qui je suis. Donc, à quelque part, je me mets en retrait, mais en même temps, me mettant en retrait, ben, je ne me donne pas la permission de pouvoir épanouir complètement qui je suis. Hein, c'est un peu le dilemme dans lequel là, tu peux te trouver. Là. C'est un petit peu la première chose que je te dirais concernant cela. Donc, évidemment, si tu as des commentaires à donner, ben, tu peux les transmettre. Et puis, on va donc aller doucement vers l'harmonisation du ventre, entre de regarder un petit peu comment circule l'énergie du ventre, le cerveau du ventre avec les pieds. Puis on va commencer avec ça. Et je vais attendre donc tes commentaires aussi, Marie. Toi, ce que je sens bien de toi, Marie, au niveau du cerveau du ventre, c'est quand on est, tu sais, des fois, on pourrait se dire intérieurement, je suis extraordinaire, toi, ou j'ai travaillé dessus depuis longtemps, mais je n'arrive pas à débloquer cela. OK. Alors, on va regarder le cerveau du ventre, puis on va regarder quelque chose d'important, c'est que dans ton cerveau du ventre, qu'est-ce qu'on voit? C'est une femme extraordinaire. On va dire ça comme ça. OK, pourquoi je dis qu'elle est extraordinaire? Mais parce qu'à quelque part, elle se perçoit comme ça. Elle a le sentiment, quelque part, qu'elle a une grande valeur, puis qu'elle mérite le mieux. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans. Ça, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est pas facile à porter quand on y pense, une énergie qui est aussi forte qui veut nous pousser à assumer qui on est. Toi, on a beau vouloir reconnaître ça dans nous, des fois, ça peut être dérangeant de constater justement que cette énergie qui est en nous, puis qu'elle vient nous bousculer. J'ai toujours le sentiment du contraire. OK. On va poursuivre un petit peu dans le, donc, le contraire, tu veux donc dire quelque part que tu n'es pas à la hauteur, etc. Mais on va voir un petit peu, peut-être, ça va peut-être aller chercher l'explication en faisant bouger un petit peu l'énergie dans tes jambes. Tu vois, ce que je sens aussi, c'est que toute la notion aussi de vouloir cacher quelque chose, tu vois. Tu sais, cette énergie, quelque part, qui est là, qui te pousse, puis qui te dit, t'es
tu es extraordinaire, par exemple, ben, quand on essaie de faire bouger l'énergie de tes pieds vers ton ventre, mais ce qu'on sent quelque part, c'est que j'ai peur, j'ai crainte, il faut que je le cache, il faut que je le cache. Alors peut-être que le sentiment de contraire dont tu me parles, c'est justement parce que toi, tu essaies de cacher ça. C'est-à-dire que tu essaies de ne pas accepter ou accueillir cette force qui est en toi. Et cette force-là, évidemment, qu'est-ce qu'elle te met en relation? Elle te met en relation justement avec quelqu'un qui, tu sais, qui, comment dire, qui, on pourrait dire ça comme ceci, qui s'est comme désisté d'elle-même. Tu vois, un peu comme finalement, moi, quelque part, je pourrais être extraordinaire, merveilleuse, fantastique, mais je me suis désisté de moi-même. Hein, c'est pas, j'ai décidé je répète ça, mais non, j'ai débranché le courant, je me suis pas investi dans cette direction-là, j'ai pas assumé que j'étais vraiment. Et de cette façon-là, ben, finalement, je vivote. Hein, c'est un peu comme quelqu'un qui, finalement, pourrait faire plein de belles choses, mais comme elle a choisi de ne pas le faire, ben, elle est un peu comme débranchée d'elle-même, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je sens de la région du cerveau du ventre. D'ailleurs, j'ajouterais par rapport à ça chez toi qu'au niveau de la région du côlon, au niveau du système digestif, il y a peut-être effectivement, ou même la région de l'utérus, là, quelque chose qui ne circule pas parfaitement harmonieusement, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que je perçois aussi par rapport à ça. Donc, évidemment, si tu as des interventions, tu veux me faire des commentaires, ben, tu peux revenir là-dessus. Ce que je sens aussi par rapport à la région de l'utérus, c'est la femme qui est brisée. La femme qui est brisée, mais c'est la femme, quelque part, qui, euh, tu sais, quand on dit une femme qui est naïve, par exemple, une femme qui est naïve, c'est une femme, à quelque part, qui, quelqu'un va lui dire quelque chose, puis elle va le croire, parce que, quelque part, elle a cette volonté de croire en ce que les gens lui disent. Et quand elle se rend compte que les gens lui disent des choses, mais que finalement, ce n'est pas des choses qui sont réfléchies, qui sont pas nécessairement vraies, ben, elle ressent quelque part une certaine forme de déception, comme si une forme de détresse même. Parce qu'on se rend compte, à quelque part, comment ça se fait que j'ai pu faire confiance à quelqu'un qui me mentait, tu vois? Comme si, à quelque part, on s'en voulait encore une fois de ça. Mais finalement, pourquoi on s'en veut? Mais parce qu'à quelque part, on a une forme de fierté et une forme d'orgueil qui fait qu'on a envie de croire en quelqu'un qui nous dit, par exemple, qu'on est belle, qu'on est merveilleuse, qu'on est fantastique, parce que quelque part, au fond de même, on le sait. Et c'est ça, quelque part, qui est douloureux, c'est de constater justement qu'on a l'impression d'être cette femme extraordinaire-là et que finalement, on n'a pas le retour qui vient avec cette idée qu'on pourrait être merveilleuse. C'est sûr que ça devient quelque part quelque chose que je sens comme une forme de découragement, moi, chez toi, Marie. Aussi le rôle de la SNCF, le contrôleur qui l'a remis sur les rails. Bon, je vais fermer quelqu'un qui a un micro d'ouvert. Donc, OK, je ne vais pas le fermer. C'est celui de Sonia, peut-être. Je vais te laisser le soin de revenir, Sonia, quand on aura fini cet exemple-là. Mais évidemment, sois attentif au fait qu'il n'y ait pas de son qui s'exprime de ton micro. Donc, j'ai demandé donc à Marie si elle peut me donner un commentaire par rapport à où est-ce qu'on en est. Que puis-je avoir à cacher ou je retrouve beaucoup de choses justes? Ben, en fin de compte, c'est simplement la fierté puis l'orgueil. Hein. Tu sais, quand on dit être fier de soi, c'est pas négatif en soi, c'est pas négatif du tout même. Mais quand on a une certaine forme de fierté, puis on a une certaine estime de soi, ben, à quelque part, cette énergie-là n'est pas toujours facile à porter. Et surtout quand, depuis qu'on est un enfant, on a cette espèce d'énergie de fierté et qu'elle ne nous est pas rendue. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que je suis quelqu'un de merveilleux, d'extraordinaire, de fantastique, et mon entourage ne vient pas m'applaudir pour me dire que je suis fantastique et merveilleux, ben quelque part, puis que même peut-être même le contraire, ben moi, j'en arrive à me dire, mais finalement, je suis pas reconnu, tu vois. Et parce que je suis pas reconnu, ben quelque part, puis qu'on me donne l'impression que je suis peut-être moins bien que je le pense, ben je vais quelque part cacher cette fierté-là, cacher cette forme de sentiment de supériorité qui est en moi pour essayer de dissimuler qui je suis finalement. Et c'est là que ça prend, que ça vient, ce sentiment de cacher quelque chose se manifeste à ce moment-là. Je ne sais pas si tu comprends, Marie. Donc, je vais te laisser le soin de répondre, puis je vais essayer de me diriger vers la région. Je me suis toujours pas senti à la hauteur. Je me suis toujours pas senti à la hauteur. Oui, maintenant, comme je t'ai dit, c'est que tu t'es peut-être pas senti à la hauteur, mais moi, j'ai l'impression qu'au fond de toi, il y a quelque part, on t'a pas reflété la lumière que tu ressentais dans toi. Et quand tu ne l'as pas ressenti, ben quelque part, tu n'as pas pu dire je suis lumineuse. Tu as juste dû constater finalement qu'on te reflétait que tu n'étais pas cette lumière-là. Donc, tu es identifié à la souffrance de ne pas être reconnu et ça t'a gardé dans une position que moi, je dirais un petit peu d'attente. Hein. L'attente, c'est j'attends quelque part que quelqu'un me voit. Et c'est là un peu qu'il y a un piège parce que quand on attend quelque chose qui ne vient pas, ben, on devient quelque part frustré ou mécontent finalement, puis déprimé même un peu de cette situation-là.
d'où peut venir cela? Mais comme je pense que tu l'as expliqué, c'est que je pense que quelque part, si on fait référence à mes mémoires d'autres vies maintenant, parce que les mémoires d'autres vies, quelque part, sont étroitement reliées. Tu vois, comme je donne un exemple, on peut être une femme très forte, très puissante dans une autre vie. Hein. Cette femme qui est très forte et très puissante, elle peut avoir le sentiment quelque part d'être un chef, une femme flamboyante, une femme rayonnante. Elle peut avoir le sentiment quelque part d'être très, très puissante. Puis, à un moment donné, quelque part, malgré le fait qu'elle soit très puissante, il y a un complot qui se manifeste et on la renverse, cette femme-là, qui est un leader, hein, alors, elle était une meneuse, et on la renverse et elle se retrouve dans une position justement où elle est humiliée parce que quelque part, elle était convaincue d'être un chef extraordinaire, merveilleux, et elle n'a pas vu venir cette espèce de complot qui l'a enlevé quelque part de ce statut d'être une femme qui était merveilleuse à ses yeux. Elle a perdu ce statut-là, elle devient quelque part quelqu'un qui est ridiculisé même, parce que justement, il lui a tout enlevé quelque part de cette situation-là. Alors, j'ai l'impression que il y a en toi quelque part quelque chose de cet ordre-là, un peu comme un sentiment justement que dans ta jeunesse, à quelque part, il y avait cette espèce de personnalité assez forte qui pouvait être présente, mais qui t'a pas été, dans lequel il y a eu comme un complot, je l'appelle comme ça, comme des gens quelque part qui t'ont enlevé le statut à quelque part à quelque part tu reconnaissante dans toi et que le fait de te l'enlever, bien finalement, c'est comme si tu t'étais retrouvé dans cette position justement de femme qui est humiliée, qui a plus le droit quelque part de renouer contact avec son leadership, avec ce sentiment d'être rayonnante et lumineuse, parce qu'elle ne le mérite pas, tu vois. C'est un peu comme ça que je sens ça, tu vois. J'étais très timide, tu me dis, hein, c'est ça. On va regarder maintenant, si tu veux bien, la région du cœur et du cerveau, puis on va un petit peu explorer ça davantage. Il y a beaucoup de peine entre le cœur et entre le bassin et le cœur, plutôt, c'est pas le cœur et le cerveau, mais plutôt le bassin et le cœur. Euh, Comme s'il y avait beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Comme ça, quelque part, on se disait, mais pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à ceci? Pourquoi je ne suis pas ceci? Pourquoi on ne me donne pas ceci? Tu vois, comme une espèce de beaucoup de réflexion qui est directement en relation avec l'idée de s'assumer. Tu vois, moi, je pourrais poser un million de questions sur le pourquoi. Mais si j'assume le fait que moi, j'ai envie de quelque chose, ben automatiquement, je ne me mets plus dans une position d'attente avec pourquoi on ne me donne pas ceci, pourquoi on ne me donne pas cela, mais j'assume à quelque part ce que moi j'ai envie. Et parce que je l'assume, ben, je suis dans une position où je reconnais quelque part que j'ai envie de quelque chose. Et c'est un peu comme si je reconnais quelque part que moi, je veux telle chose. Ben, le fait de l'avouer à moi-même puis de l'incarner dans ma propre énergie ben, fait que la situation va changer parce que je vais plus être dans une position où je vais me positionner comme quelqu'un qui a peur puis qui veut cacher quelque part qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il voudrait assumer, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que tu as à apprendre à accueillir en dedans de toi. Tu sais, quand on dit prendre sa place, mais prendre sa place, c'est que si tu dis, ah, mais moi, je ne veux pas prendre la place parce que moi, si je m'écouterais, je serais toujours dans la lumière. OK, mais c'est dommage que tu ne te mettes pas toujours dans la lumière, parce que si tu ne te mets toujours pas dans la lumière, ben, ça veut dire que tu es dans l'ombre. Donc, si on se permet d'écouter notre intérieur pour reconnaître notre envie d'être dans la lumière, ben, c'est là qu'on change notre situation, c'est là qu'on commence à reconnaître, qu'on assume finalement l'envie d'être la femme que l'on est au plus profond de son être. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que je perçois de toi à ce sujet-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu sais, l'autre chose aussi, c'est le manque d'amour. Toi, ce que je sens, c'est comme si tu ne t'aimais pas. Et le fait que tu t'aimes pas, mais parce qu'à quelque part, tu as des. Tu sais, quand on attend des autres quelque chose, moi, je pensais que je méritais ça, mais on ne me l'a pas donné. Tu vois? Euh, Dans ce sens-là, quelque part, c'est un peu comme l'impression, justement, que parce qu'on ne me l'a pas donné, ben, finalement, c'est parce que je ne méritais pas ou parce que j'en valais pas la peine. Et c'est ça un peu, je reviens que moi, assumer. Assumer quelque part, c'est, hey, si tu veux quelque chose, ben, va le chercher. Puis si tu veux le chercher et qu'on ne te le donne pas, ben, tu peux le demander. Tu vois, il y a quelque part une forme de position que tu dois reconnaître en toi qui te fait peur, qui est la position d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, cette femme-là. Tu sais ce que tu veux, mais tu as peur de l'échec. Et je pense que la peur de l'échec t'amène vers de l'échec.
Et quand tu vas assumer ce que tu es, tu vas vivre des échecs, mais tu vas vivre des victoires aussi. Tu vas vivre des moments de joie. Tu vas vivre des moments de gaieté parce que tu vas te rendre compte finalement que tu es quelqu'un qui aime la clarté et que tu te comportes d'une façon complètement contraire à la femme claire que tu es. C'est-à-dire que tu joues à la personne qui est un peu qui joue à cacher les choses. Donc, elle n'exprime pas ce qu'elle ressent, elle ne dit pas ce qu'elle veut, elle ne dit pas ce qu'elle ne veut pas. Donc, elle est toujours dans un mode, finalement, d'attente par rapport à l'extérieur, se disant, ben, comme je ne le dis pas, ben, j'espère qu'on va comprendre, j'espère qu'on va deviner qui je suis. Et tout ça, finalement, devient un piège pour toi. Tu es une femme qui recherche la clarté. La clarté, c'est quoi? C'est de prendre un papier, un crayon, puis de dire, bon, ben, c'est quoi que je veux aujourd'hui? C'est quoi, de quelle façon je peux aller le chercher, etc. Donc, je pense que chaque jour, tu devrais t'entraîner à incarner quelque part ce que tu veux de ta journée, que tu cherches à exprimer, à montrer, à dévoiler ce que tu portes en toi, mais que tu n'oses pas montrer souvent. Et je pense que ça pourrait t'aider justement à développer une relation beaucoup plus forte avec toi-même. Là. Parce que c'est là que tu aurais de l'amour pour toi-même qui en résulterait parce que tu te découvrirais le droit d'être une femme autonome. La femme autonome, c'est la femme qui prend sa place et qui n'est pas tout le temps en train de chercher à s'ajuster à son entourage à ce moment-là. Je ne sais pas comment est-ce que tu en penses de ça, Marie. Pendant que je la laisse me répondre, je vais regarder maintenant la relation cœur-tête. OK, donc j'ai une réponse ici. Un peu sonné. Oui, ben écoute, Marie, de toute façon, ça va être enregistré, donc tu pourras toujours prendre le temps de réécouter la chose. Mais l'idée, c'est que je vais prendre le temps de regarder simplement le cœur-tête. On va faire simplement. Et, moi, je pense que tu es une personne, quelque part, qui, au niveau du cœur, a beaucoup de belles choses. Puis c'est ça, quelque part, que tu dois apprendre à retrouver à l'intérieur de toi-même. C'est les vertus du ventre, les vertus du cœur sont des vertus importantes pour toi parce qu'elles te ramènent à une femme qui a besoin de s'aimer, qui a besoin de se soutenir, qui a besoin de s'encourager, qui a besoin de se valoriser, qui a besoin quelque part de se rappeler que la tête n'est pas tout. Parce que toi, tu fonctionnes beaucoup avec la tête. J'ai l'impression que tu as appris à beaucoup travailler avec la tête, à réfléchir avec la tête, à exprimer avec ta tête. Mais le cœur et le ventre sont hyper importants pour toi. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu dois apprendre à mettre en lumière maintenant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme féminine. Le cœur, c'est une femme qui est féminine, une femme qui est très attentive aux gens, mais qui est très attentive à elle-même aussi, et qui a besoin quelque part de se relier aux gens d'une façon harmonieuse. Donc, se relier aux gens d'une façon harmonieuse, c'est que si moi, je ne me sens pas confondre avec quelqu'un, ben, je lui dis, et c'est ça un peu, hein? C'est me relier aux autres pour ne pas me laisser envahir par eux. Parce que tu es quelqu'un de très sensible. Je pense que tu pourrais même avoir une certaine forme d'intuition assez forte. Parce que quelque part, tu captes beaucoup les autres. Mais comme tu ne t'écoutes pas, ben quelque part, tu vas finalement te retrouver dans une position où tu vas cacher finalement ce que tu ressens, puis tu vas subir un peu les relations que tu vis autour de toi. Alors, j'ai l'impression que tu pourrais certainement être capable de plus te positionner clairement par rapport à ça pour arriver à trouver un plus grand équilibre dans ta vie. Là, tu me dis que c'est vrai, oui, c'est vrai, donc tant mieux. Euh, je vais regarder les trois cerveaux en même temps, voir un petit peu comment ça bouge. Parce que moi, ce que je sens comme le potentiel qui pourrait se développer chez toi, c'est une femme qui a vraiment une grande puissance, une grande force au niveau de la région de la tête, justement, quand le cœur puis le ventre vont parvenir à frapper à la porte de la tête, là, il va y avoir comme dans ta tête un gong qui va arriver. Le gong, finalement, c'est une femme qui va se rendre compte quelque part que jusqu'à maintenant, d'une certaine façon, elle s'est un petit peu égarée. Et que là, elle va renouer contact avec l'envie d'être joyeuse, d'être heureuse, d'être épanouie, de vraiment être dans l'action.
toi, je sens beaucoup l'action comme étant un élément très important pour toi, pour être à l'écoute de tes besoins, à l'écoute de ce que tu ressens, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, d'être heureuse, d'être épanouie, mais de vraiment chercher à être dans cette espèce de liaison avec l'autre, dans lequel tu n'attends pas des gens quelque chose, mais que tu interagis avec eux pour assumer, incarner quelque part qui tu es. Alors, c'est quelque chose qui va venir tout doucement, ça, hein? Tu dis, je ressens que cela va ouvrir des portes. Je pense qu'effectivement, je pense qu'il va falloir que tu prennes le temps simplement de t'accueillir, puis qu'en t'accueillant, ben, tu vas découvrir quelque part une femme qui va se révéler à toi-même, une femme qui est prête sans doute à ouvrir la porte de ton monde intérieur pour que tu t'aimes davantage et que tu prennes plus ta place dans ta vie. C'est un petit peu ça que je te dirais par rapport à ça, Marie. Est-ce que ça te va? Donc, on va poursuivre. Donc, j'attends un petit peu qu'elle me donne son feedback. Après ça, je vais aller voir Sonia. Je pense qu'elle a réussi à ouvrir son micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, oui. Ah, merci, super. Marie. OK. Oui, alors vas-y, Sonia. Alors, attends, je vais peut-être mettre la vidéo pour qu'on me voit quand même. Okay. Est-ce qu'on peut activer? Eh bien non, je peux… Ah, on me voit? On m'entend? Moi, je ne te vois pas. Moi, je t'entends très bien, en tous les cas. Oui, moi, je t'entends, oui. Et est-ce qu'on me voit? Ça sera plus aux autres de le dire parce que moi, je n'ai pas un ordinateur pour me permettre de voir. On te voit et on t'entend très bien. Ah, super. Bonsoir à tout le monde. Alors, je me permets d'intervenir parce que depuis le début de cette présentation, j'ai vu beaucoup de souffrance. Et je pense qu'on n'est pas là par hasard ce soir. Alors, je ne vais pas parler de mon parcours, on n'est pas là pour ça, mais en tout état de cause, j'ai aussi connu beaucoup de souffrance. Et je voulais faire un petit témoignage, je suis allée de thérapeute en thérapeute, de magnétiseur à des voyants, à des médiums, à tout ce qu'on peut trouver sur cette terre, qui à chaque fois me donnait pas une réelle solution, j'allais dire, me donnait pas d'outils pour que je puisse moi-même devenir responsable et agir. Et puis un jour, j'en ai parlé à mon kiné, parce que mon kiné faisait aussi un genre de Reiki. Et il me dit, Sonia, vous êtes trop exigeante, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, il me tend un prospectus, une brochure, et il me dit, tenez, il y a le salon du GNOMA dans 15 jours. Le GNOMA, c'est le groupement national d'organisation des médecines alternatives, je crois. Il me dit, il y a le congrès dans 15 jours, allez-y, vous trouverez peut-être une solution. Et puis, je suis allée et j'ai assisté à des conférences, dont une où j'ai vu un petit bonhomme habillé tout en noir avec une sacoche en bandoulière, avec un fort accent québécois et qui m'a parlé. Quand je dis qu'il m'a parlé, c'est-à-dire que tout ce qui était ésotérique et que certains thérapeutes se plaisaient à garder ésotérique, d'un seul coup, ça devenait clair, ça devenait limpide, ça devenait pragmatique. Et ça me plaisait parce que je me suis dit, enfin quelqu'un qui désotérise tout ça, qui ne se prend pas pour le nombril du monde et pour le gourou qui va aider la planète entière. Et donc, je me suis rendue à son stand. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'était pas petit du tout, mais qu'en fait, moi, j'étais dans des gradins très haut placés et que je l'avais vu tout petit. Et j'ai demandé à avoir une consultation avec. Donc, bien évidemment, c'était Sylvain. J'ai demandé à avoir une consultation avec. J'ai eu ma consultation, comme certaines d'entre vous l'ont eu ce soir. Et j'ai été bluffée parce que non seulement il arrivait à lire en moi comme dans un livre ouvert, mais qu'en plus, il m'apportait des solutions, des plans d'action. C'est-à-dire que pour une fois, on me responsabilisait, on me disait, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Alors, j'ai été tellement interpellée que j'ai décidé de suivre le week-end d'introduction, les 2 jours de formation à la pratique, où en plus j'ai rencontré des gens qui étaient sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire à la recherche de réponses à leurs questions, qu'elles soient existentielles en règle générale ou qu'elles soient vraiment axées sur leurs problèmes personnels. Et puis, j'ai adoré ce week-end. Pourquoi je l'ai adoré? Mais parce que j'ai été capable de faire ce que Sylvain est en train de faire sur vous. Et qu'en fait, j'étais persuadée toute ma vie que c'était un don et qu'en l'espace de 2 jours, j'ai appris moi-même à lire sur mon champ d'énergie
et sur le champ d'énergie de quelqu'un d'autre. Alors, c'est quelque chose de fascinant. Alors, au début, l'ego, il devient surdimensionné parce que on se sent pousser des ailes, on est capable de faire des choses soi-disant extraordinaires. Et puis, j'étais tellement séduite par ces 2 jours que j'ai continué la formation. J'avais aucune intention de devenir thérapeute, mais l'enseignement de Sylvain est extrêmement riche. Là, j'allais dire, sur une soirée comme ça, vous ne voyez une infime partie visible presque de l'iceberg. Alors, vous imaginez tout ce qu'on peut apprendre, que ce soit sur les différentes thérapies, que ce soit sur les neurosciences, que ce soit sur même les maisons hantées, les poltergeists, etc. Moi, ça m'a ouvert sur une autre dimension. Et j'allais dire, le principal, surtout, c'est que ça m'a débarrassée, et j'insiste là-dessus, d'un grand nombre de mes croyances limitatives. Et on est tous bourrés de croyances limitatives. Donc, j'ai suivi tout l'enseignement et du coup, j'ai passé mon diplôme, alors qu'encore une fois, je n'avais aucune intention d'être thérapeute. Et juste pour l'anecdote, lors de ce diplôme, lors de cet examen, Sylvain nous demandait de prendre 5 personnes dans notre entourage et de faire des lectures intuitives de ces 5 personnes et de faire un compte-rendu. Ce que j'ai fait, bien évidemment, je crois que c'est une des premières fois de ma vie que j'ai eu d'ailleurs un diplôme, mais ce qui est arrivé derrière est assez hallucinant, c'est que des gens se sont mis à m'appeler au téléphone en me disant « voilà, je voudrais rendez-vous avec vous ». Je me suis dit « pourquoi ils veulent un rendez-vous avec moi ?» Et en fait, les gens que j'avais suivis, avec lesquels j'avais fait mes comptes rendus, avaient parlé autour d'eux. Et ce que je voudrais dire là-dessus, et c'est hyper important, c'est que les gens venaient me voir en me disant « vous avez un don ». Et non, je n'ai pas un don. J'ai suivi l'enseignement de Sylvain. Et pour terminer, je ne vais pas monopoliser toute la soirée, je voudrais vous dire qu'il est essentiel de se prendre en main. Et se prendre en main, c'est apprendre à développer ses capacités intuitives, à comprendre que finalement, ça n'est pas un don, mais que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et pour terminer, j'allais dire, pour ceux qui sont de Paris ou de la région parisienne, je vous invite très fortement à passer ces 2 jours avec Sylvain. Vous allez vous régaler et vous allez découvrir que vous avez tout le potentiel en vous pour guérir et pour développer une vie extrêmement harmonieuse. Et pour terminer, j'ai une petite phrase que j'ai lue de Yvan Amar qui m'a beaucoup parlé et je pense qu'elle va aussi parler à un grand nombre d'entre vous, qui s'intitule, un petit texte qui s'intitule « Si quelqu'un me guérit ». Et il note donc cela: « Si quelqu'un me guérit et me retire mon mal, j'entends aussi qu'il me hisse au niveau de conscience que j'aurais atteint si j'avais moi-même résolu ce que ce mal devait m'apprendre. Sinon, s'il me laisse dans le même état de conscience après avoir retiré mon mal, il me vole l'outil de ma croissance que peut être cette maladie. » Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci Sonia de ton partage. En tout cas, c'était gentil de partager ça, de faire comprendre aussi que c'est effectivement une démarche, la démarche intuitive que je propose à quelque part, mais évidemment, c'est quelque chose que tout le monde peut développer. C'est comme ça que moi, je l'ai découvert aussi, parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas cette habileté-là de départ. Hein. Je suis un guérisseur qui m'a enseigné la chose. Hein. Et où j'ai découvert que j'avais une facilité. Puis après ça, bon, ça m'a lancé, en fin de compte, dans cette démarche-là que j'ai trouvé fascinante et merveilleuse. Et encore aujourd'hui, je trouve toujours ça aussi fascinant et merveilleux qu'au tout début. Hein. Donc, alors évidemment, je vais donc arrêter bientôt notre entretien. J'avais parlé que ça allait durer jusqu'à 9h30. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, donc, il y a une conférence qui va avoir lieu à Paris, en présentiel, pour ceux qui voudraient me rencontrer et constater comment je suis grand. Qui va donc avoir lieu dimanche à 14h30 en PM. Ça va être du chamanisme aux neurosciences et pour ceux qui sont intéressés, c'est une conférence que je vais présenter de façon plus personnelle que je fais très souvent parce que j'ai envie de partager un peu le cheminement qui m'a amené à la pleine conscience intuitive, qui m'a amené à nommer ça aussi comme ça et de vous faire part un petit peu tout le processus où j'ai commencé avec le chamanisme au départ, avec des guérisseurs qui avaient donc une vision assez spirituelle et assez ésotérique,
et en quoi justement tout ce cheminement-là m'a amené aujourd'hui à parler quelque chose dans un cadre un peu plus moderne, je dirais, pour parler de ces choses-là, puis de voir quelles sont les implications au niveau de qu'est-ce que ça m'a fait découvrir moi en tant qu'individu, qu'est-ce que j'ai eu comme expérience qui m'a amené tout doucement à mettre en place un peu cette approche-là. Alors, donc, si ça vous dit, ben, ça va être donc dimanche prochain, donc près de la gare Montparnasse, que cette conférence aura lieu. Donc, c'est d'être bienvenue. Et puis, un week-end d'introduction, comme Sonia disait, donc le 1er et 2 avril à Paris, qui, lui, va finalement donc avoir lieu dans le 18e arrondissement à Paris. C'est 300 € pour le week-end. Et dans ce sens-là, bien évidemment, c'est un week-end qui est très pratique. On parle de la pleine conscience intuitive, mais on va surtout la pratiquer de façon à ce qu'on soit capable de développer des habiletés pour se soigner nous-mêmes en tant qu'individu, tant au niveau de l'aspect santé que l'aspect plus psycho-émotionnel. Donc, il y a vraiment plusieurs volets qui sont présentés sur la pratique personnelle, puis un autre volet sur la pratique vers un partenaire pour faire découvrir la méthode, mais aussi se rendre compte effectivement qu'il y a énormément d'applications possibles vers un partenaire qui peut être très utile pour une personne qui n'est pas nécessairement désireuse d'être professionnelle. Hein. Donc, c'est un week-end qui est donc très, très complet puisqu'on aborde vraiment les deux volets, la pratique personnelle et professionnelle, pour découvrir comment ça fonctionne. Et donc, ça vous permet de découvrir un petit peu comment vous pourriez la développer par la suite si vous êtes intéressé. Puis ensuite, il y a une formation plus avancée pour ceux qui veulent aller plus loin, qui aura lieu donc le 26 au 30 mai, toujours autour de la région parisienne également, pour ceux qui seraient intéressés. Ça serait plus un volet professionnel à ce moment-là qui pourrait être présent. Et puis, donc, il y a une question qui me pose ici de Asma qui me dit, pouvez-vous me parler plus du diplôme? Alors, il y a deux diplômes professionnels, à quelque part, qui sont présentés. Il y en a un qui est plus la formation professionnelle de base, qui présente davantage, qui va vous permettre, en fin de compte, de devenir, de pouvoir pratiquer professionnellement parlant. Après, donc, le stage de 5 jours qui est proposé à la fin mai, ensuite des supervisions, il y a également un enseignement sur la pratique personnelle, et c'est plus orienté sur ce que moi j'appelle la spirale évolutive. La spirale évolutive, qu'est-ce que c'est? C'est une grille de lecture qui est basée sur mon expérience, qui est basée sur toutes mes années d'expertise. Hein, c'est-à-dire que quand on regarde un champ énergétique d'une personne, on peut constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à nous. Maintenant, puis ça va nous permettre, on va avec de la pratique, arriver à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe à travers ce processus-là. Moi, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui serait encore plus intéressant pour mes étudiants, c'est que je leur donne un peu comme un langage intuitif pour être capable de se sentir plus confortable dans la perception de ce qu'ils observent. C'est ça, la spirale évolutive, c'est une façon de regarder l'humanité, mais l'humain aussi, à travers donc 7 familles d'âmes et les 7 chakras et 8 conditions énergétiques, ce qui représente finalement 56 états de conscience qu'on va retrouver. Et dans la formation professionnelle de base, on met en évidence justement cette idée que cette grille de lecture-là peut être utile. Donc, évidemment, la grille de lecture, c'est un livre qui est fourni dans la formation, un livre de 700 pages, donc un livre très fouillé, mais en même temps, quand on arrive à la pratique professionnelle, bien évidemment, ce livre-là, quelque part, on ne va pas le lire avec vous là, dans l'enseignement, mais c'est un livre de référence et on va utiliser, donc, évidemment, les concepts pour vous amener à développer votre habileté intuitive, puis donc arriver, donc, à être capable de vous dire, OK, maintenant, je suis capable de faire des soins qui tournent autour de l'oreille des chakras. C'est surtout ça qui va être la première formation professionnelle de base. Ensuite, vous avez une formation professionnelle avancée, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui aborde donc des sujets qui touchent l'aspect plus psycho-émotionnel, l'aspect plus spirituel et l'aspect accompagnement thérapeutique qui est vu à ce moment-là. Maintenant, au niveau de la certification dont on parle, il y a actuellement pour parler quelque part, pour être membre d'une association. J'ai déjà été membre d'une association en France et évidemment, ça pourrait toujours être possible d'y revenir, mais c'était pas une reconnaissance qui me convenait, qui correspondait vraiment à ce que je souhaitais. Donc, on est en pourparlers actuellement pour développer d'autres associations, mais il y a cette fédération-là avec laquelle je collabore qui reconnaît le diplôme. Puis, évidemment, comme c'est une démarche à quelque part très personnelle, c'est moi qui en ai le créateur, évidemment, les gens qui ont un diplôme, à quelque part, ils ont une certification qui viennent de l'école, qui viennent à quelque part de la certification associée donc, à l'école. Donc, il y a une espèce de situation, comment dire,
c'est un peu comme une forme de marque de commerce à quelque part que vous avez entre les mains. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le comprendre. À quelque part, c'est pas tout le monde, à quelque part, qui peut se dire, ben, j'ai été formé par Sylvain Bélanger. Il faut passer par moi pour pouvoir arriver à l'être. Donc, ça, c'est un autre avantage aussi que vous pouvez avoir. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions maintenant que vous auriez à me faire part. Le titre RNCP, je ne connais pas ce que c'est, Assima, donc je ne peux pas répondre à la question concernant ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant de terminer notre petite entrevue? Alors, évidemment, on n'a pas fait beaucoup de démonstrations, mais comme je dis, il y en aura d'autres. Ce genre de situation-là pourra revenir si vous êtes intéressé, évidemment, puis on pourra l'explorer avec d'autres thèmes, peut-être aussi. Bien sûr, ce serait peut-être intéressant. Donc, moi, j'aurais pas mal terminé. C'est reconnu au niveau international. Bien, tu sais, la reconnaissance, à quelque part, dans le milieu de la médecine douce, c'est une reconnaissance qui est toujours... tu n'as pas mentionné les différents corps énergétiques. Bien, je n'ai pas voulu justement aborder tout l'ensemble de la formation parce que je me dis, bon, c'est peut-être pas le moment. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer des documents qui présentent toute la formation. Mais quand on parle de corps énergétique, moi, je parle de l'aura comme étant un rayonnement biolumineux de la cellule. OK? C'est comme ça. Donc, l'aura, et dans ce rayonnement biolumineux, il y a de l'information. L'information, c'est quoi? C'est le potentiel santé d'une personne. C'est également les mémoires de mon histoire personnelle, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies et les interrelations avec les guides spirituels. Alors, quand on a compris à quelque part tout ce que je viens de nommer, bien, à quelque part, on vient de comprendre à quelque part qu'il y a tout un processus, finalement de perception qu'on peut aller chercher à travers donc la pratique de la pleine conscience intuitive sans nommer le corps subtil. Pourquoi je dis sans nommer les corps subtils? Bien parce que les corps subtils, à quelque part, si on pourrait dire qu'il y a des corps subtils. D'un point de vue théorique, on pourrait dire ça. Mais d'un point de vue intuitif, le corps subtil, à quelque part, c'est pas tout à fait juste de dire ça. Parce que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, sans parler de corps subtil, je peux voir tout l'ensemble d'informations que je viens de décrire. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans un espace quantique. Et dans l'espace quantique, il n'y a pas de dimension terrestre. Il n'y a pas d'espace-temps dans cette dimension-là. Donc, dire qu'il y a un corps qui est là, puis un deuxième corps qui est là, puis un troisième corps qui est là, c'est vrai que c'est pas vrai en même temps, parce que justement, dans un processus intuitif, on voit l'ensemble de ces choses-là dans une même réalité. Donc, c'est pour ça que des fois, le terme corps subtil, pour moi, est un terme qui, des fois, je trouve moins intéressant parce qu'il peut être confondant finalement. Si j'ai vu qu'il y a une autre question, mais je ne la vois pas, c'est drôle. Hein? Je vois que, ah oui, belle réponse, d'accord. OK. Donc, alors, ben, écoutez, moi, je pense que je vais m'arrêter ici. Comme je l'avais dit, on avait dit que ça allait être à peu près pour jusqu'à 9h30, donc 9h32, d'après ce que je vois comme heure, 15h ou 14h32 au Québec. Là. Donc, ben, je vais vous remercier de votre participation. Il y en aura d'autres de ce genre d'événements-là, donc si ça vous intéresse, ben, vous pourrez peut-être même me dire quel genre de thème que vous aimeriez, vous pouvez toujours me communiquer avec moi, puis on pourrait organiser quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là. Vous êtes toujours invité donc à Paris pour la conférence de dimanche qui va vous permettre donc de découvrir davantage mon cheminement. Et puis évidemment, donc le week-end, le 1er 2 avril, qui va vous faire découvrir la méthode tant dans un volet personnel que professionnel. Donc, vous êtes le bienvenu pour les deux événements. Je remercie encore Sonia et vous tous de votre participation et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Vous allez recevoir donc le replay pour ceux qui sont intéressés dans les prochains jours à ce moment-là. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi. Chacun d'entre vous.